Les bleuets, c'est une richesse qu'on a partout ici. Les belles bleuetières comme ça, c'est une ressource pour nous qui est essentielle, une industrie florissante. Puis on n'a pas juste le bleuet, l'agriculture a été très présente aussi. On a pensé qu'aux pommes de terre. Manger, c'est la base de la vie. Quand les premiers colons sont arrivés, c'était important qu'on a développé ça. Les patates, le bleuet, c'est même devenu notre symbole. L'Albomycécnie, c'est la capitale mondiale du bleuet. On en est fiers. Bienvenue à Perspective 125. Aujourd'hui, on va parler d'agriculture et aussi de l'industrie du bleuet. L'agriculture a toujours été importante, d'autant plus qu'il faut penser que la communauté de Mistassini origine dans le fond d'Oka. C'est comme ça que ça fonctionne dans l'ordre, c'est-à-dire qu'un monastère va en fonder un autre. Donc, Oka était sur des terres agricoles. C'est probablement pour ça que le gouvernement a insisté à ce que des moines d'Oka viennent, parce qu'il y avait une expertise au niveau agricole, etc., même en peu de temps. Et donc, l'agriculture a toujours pris une part importante. Dans un monastère essayait, surtout à ces époques-là, de se suffire à lui-même au maximum. Donc, avoir une ferme, ça veut dire avoir de la nourriture, tu vendais les surplus, avoir de l'argent pour acheter autre chose, etc. Donc, les fermes ont toujours été importantes pour différentes raisons. Pendant longtemps, là, si tu ne cultives pas, tu ne manges pas. Il n'y a pas d'épicerie, il n'y a pas d'argent. Même s'il y avait de l'épicerie, tu n'as pas d'argent. Ça fait que là, tous les colons, là, il faut qu'ils cultivent, il faut qu'il y ait de la nourriture, il faut qu'ils mangent, et puis il faut qu'ils la produisent eux-mêmes. Là. Ça fait que ça, c'est assez fondamental. Aussi, c'est que les terres étaient quand même pas si mauvaises. En tout cas, je ne dirais pas que c'était le top des tops, là, mais c'était quand même intéressant. Puis ça a toujours commencé comme ça. Puis la manière que ça a fonctionné pendant longtemps, c'est que les cultivateurs, durant l'hiver, allaient bûcher dans le bois. Ça faisait l'affaire des compagnies forestières qui avaient des travailleurs à un moment où il y en avait besoin. Puis aussi, c'est qu'ils pouvaient charrier le bois, entre autres, avec des chevaux, puis des traîneaux, puis etc. Ça fait que ça faisait l'affaire d'un peu tout le monde. C'est sûr qu'ils ont vécu dans des conditions pas faciles, là, parce que les cultivateurs, ils allaient travailler dans le bois parce qu'ils n'avaient pas le choix non plus. C'est pas nécessairement parce qu'ils aimaient ça. S'ils avaient pu rester durant l'hiver chez eux, ils auraient probablement resté. Mais ça permettait de ramasser de l'argent pour pouvoir acheter des équipements, des chevaux, des instruments de labour, etc., de la nourriture aussi, peut-être dans certains cas, la farine et tout. Là. Ça fait que là, je pense que comme toute communauté, au tout début, ça a été essentiel. Tu ne peux pas passer à côté de ça. Dans les premières années de l'agriculture, on parlait, comme je vous disais, de 1840 au niveau du Saguenay, ici au Lac-Saint-Jean à partir de 1849. Jusqu'à les années 1940, à peu près fin des années 30, début des années 40, on utilisait les chevaux. Puis encore là, c'est des animaux. Les chevaux, ça a une durée de vie limitée. Tu sais, c'est fort un cheval, ça traîne une charrue, mais ça n'a aucun équivalent avec un tracteur. Ce qui fait que quand la mécanisation est arrivée et l'électricité dans les années 40, ou encore là, comme je dis, ça a modifié énormément l'agriculture. Ça a permis, dans le fond, aux gens qui voulaient vraiment devenir agriculteurs de le rester, tandis que ceux qui n'avaient pas la vocation agricole, c'est là, dans le fond, qu'ils ont commencé à quitter les campagnes pour s'installer dans les villes. C'est pour ça que les fermes ont grossi énormément et que beaucoup de personnes ont réussi à trouver du travail. Des gens qui restaient dans les campagnes ont réussi à trouver du travail là, dans les industries, que ce soit au Saguenay là, comme au Lac-Saint-Jean. Ma blonde était fils d'une fille de cultivateur. J'ai été initié beaucoup à l'agriculture chez mon beau-père. Quand on s'est connus, il y avait une ferme laitière, puis il commençait les patates. J'ai connu la période où on ramassait les patates. Il y avait juste un vireux là, attaché avec un petit tracteur, là, puis il sortait. Il fallait enlever les tiges. Là. Quand les tiges étaient rendues jaunies, il
fallait enlever les tiges avant que le tracteur passe, puis qu'il sorte les patates. Puis les patates étaient sur le champ, on les ramassait dans des seaux, puis on les mettait dans des poches de jute, des poches de 75 livres. Puis ces poches-là, le soir, il fallait les prendre par terre, puis les monter sur une wagon avant d'aller les vider dans les entrepôts. Là. Fait que c'était une bonne... Puis aussi, j'ai connu, là aussi, le foin. Avant d'avoir les balles, là, les équipements qui faisaient des balles, on avait un équipement c'était comme un râteau qui faisait monter le foin sur une palissade, là, puis ça tombait sur une wagon, puis là, il fallait le ramasser puis le peser. Les enfants, ils nous mettaient sur la wagon pour pilasser le foin, pour le placer. Puis quand il restait le temps de le débarquer, là, il était lousse, le foin. Il fallait le monter dans des fannies, là, en haut des étables. Là. Il y avait une grosse fourche. C'était carré, c'était comme une soupe. Puis en bas, il y avait des dents qui se fermaient. Puis ça, cette fourche-là a été actionnée par une corde. On tirait sur la corde, puis la fourche, avant, on la plaçait comme il faut au-dessus de la wagon qui était pleine. Là. Puis on tirait sur une corde, puis la fourche, elle tombait. Puis elle se piquait dans le foin, puis les doigts fermaient. Puis là, les premiers temps, il y avait un cheval qui était attaché avec une corde qui avait la bonne longueur. Puis là, le cheval partait, il tirait, puis là, le foin montait, lui, en haut. Puis quand ça cliquait, là, puis le cheval, en même temps, il arrivait au bout de la corde, lui, il arrêtait. Puis là, avec l'autre corde qu'on avait dans nos mains, on pouvait déplacer la fourche sur un rail, puis on l'amenait sur le fanny. Puis là, on le déclenchait, puis là, le foin tombait. Puis encore là, il fallait le pilasser. Fait que ça, c'était une belle expérience de foin. Ma mère elle venait d'une ferme. J'ai détesté j'ai pas aimé ça du sud parce que la première fois quand tu vas sur une ferme, là, puis que tu vas courir dans le champ, puis que tu marches sur une bouse de face, c'est assez plate, merci. Mon père m'avait acheté un poney dans le temps, mais j'en ai fait un peu, pas beaucoup. Mon père aimait les animaux. D'ailleurs, il y avait une anecdote parce que mon père, je ne sais pas si vous savez, il y a eu des courses de chevaux ici à Dolbeau. Mon père était propriétaire d'un cheval de course qui était situé à la sortie de la ville vers Normandie. Je me rappelle vaguement. Mon père avait un cheval de course, puis il est mort la journée de ma naissance. Il l'avait perdu, c'était morfondu, puis il est mort la journée que je suis né, le 2 septembre 51. Fait que, dans les années 50, il y avait un rond de course de chevaux. Un de mes oncles qui a été connu dans le coin beaucoup, Roger Harvey, qui a été maire de Saint-Eugène pendant plusieurs années, qui aimait beaucoup la politique, etc., était policier ici à Dolbeau, notamment à cause de sa stature physique, 6 pieds 3 pouces à peu près, dans les 350 livres. Un homme solide, fort, des mains à peu près 3 fois grosses comme les miennes. Et il avait quitté la police tout simplement parce que le travail que la police avait à faire à ce moment-là, c'était pas de l'enquête, de la surveillance routière, etc. C'était d'aller dans les bars, là où il y avait de la bagarre. Et puis lui, il n'aimait pas la bagarre. Je pense que c'est un peu dans notre sang, dans la famille, un peu partout. On n'est pas très bon de ces choses-là. Et il avait quitté la police pour s'acheter une terre. Il était fils de cultivateur et il s'est acheté une terre près du village de Saint-Eugène. Et durant les vacances d'été, durant les vacances des fêtes, j'allais passer du temps avec lui, avec sa femme. Il y avait un tout petit bonhomme à ce moment-là, qui est grand aujourd'hui, évidemment. Et on allait faire la traite, etc. Puis il était très fort, très, très fort. J'ai plusieurs souvenirs, plusieurs anecdotes. Par exemple, il y avait un enclos dans le coin de l'étable fait avec de bonnes pièces de bois. Et là, c'était le bœuf, le vrai. Il fallait vraiment l'appeler le bœuf parce qu'il était costaud aussi, lui. Et à un moment donné, il avait envoyé une vache pour les amours.
Et quand il arrose, la vache ne voulait rien savoir, donc mon oncle a fait ressortir la vache de l'enclos, mais le bœuf, lui, il n'était pas content, là, mais vraiment pas. Et puis mon oncle avait le bras passé autour d'une de ses pièces en bois, comme ça. Et le bœuf s'est accoté la tête, là, il avait les cornes coupées. Il s'est accoté la tête, puis il poussait, puis mon oncle était fâché, et il disait « Laisse-moi, laisse-moi », puis le bœuf ne voulait rien savoir. Il lui a flanqué un de ses coups de poing dans le front. Le bœuf a reculé, il a pu s'en défaire. Et puis moi, ma façon de l'aider, c'était de travailler surtout dans le secteur qui appelait la laiterie, ces choses-là, s'occuper de la centrifugeuse, etc., etc. Parce que j'avais pas vraiment le tour avec les vaches, là, installer les trucs en dessous, là. Puis de temps à autre, les vaches étaient vraiment vaches, vraiment pas très gentilles avec le... Alors donc, de temps en temps, ça ruait. Et puis quand elles n'étaient pas à l'aise avec quelqu'un, ce qui était mon cas, elles ruaient souvent. Et celles qui étaient les plus indisciplinées, disons, mon oncle Roger s'en occupait. Et quand elles faisaient de l'indiscipline dans leur cas, une bonne tape sur une fesse. C'était des beaux... Ce sont de beaux souvenirs. C'est agréable de s'amuser à revoir ça, là. Tout le secteur nord du lac Saint-Jean, de Mistassini, dans le fond, jusqu'à même l'Ascension, Notre-Dame-du-Rosaire, tout ce qui est le long de rivières, rivière Péribonka, rivière Mistassini, c'est des terres en sable. Et faire pousser, faire de la culture normale dans le sable, ça se fait presque pas. C'est très difficile de faire pousser du foin, de faire pousser des céréales. Donc, la patate, c'est effectivement une culture qui est très, très adaptée, qui va même relativement bien dans le sable. C'est pour ça qu'effectivement, autant au niveau du nord du lac Saint-Jean que du Saguenay, c'est une culture qui va être dominante. Comme je dis, à Sainte-Ambroise, Notre-Dame-du-Rosaire, l'Ascension, puis jusqu'ici. On sait que la pomme de terre est un nutriment assez probant. On pourrait presque manger que des pommes de terre et un peu de viande et on aurait nos vitamines et tout le reste. Je pense que ça va avec l'utilité aussi d'une telle culture dans une région de colonisation. Puis il y a aussi le bleuet. Il ne faut pas oublier le bleuet. Je parle des secteurs où la patate pousse bien, mais c'est la même chose pour le bleuet. Pendant longtemps, le bleuet, ça a été un apport pour beaucoup de familles. Je me rappelle que quand j'étais plus jeune, ça fait un bout de temps, là, c'est que là, il y avait beaucoup de jeunes enfants qui arrivaient à l'école là, en retard. Ils commençaient 2-3 semaines après le début des classes parce qu'ils étaient allés au bleuet. Puis ça, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on peut s'apercevoir qu'il y a comme un changement climatique parce que les bleuets sont beaucoup plus tôt maintenant. On voit des bleuets là, maintenant à la fin de juillet, ce qu'on ne voyait pas nécessairement avant. Puis pendant longtemps, la ronde de bleuets, là, c'était une manne qui tombait, puis il n'y avait pas d'impôt là-dessus. Beaucoup de familles pouvaient récolter. Évidemment, à l'époque, les revenus n'étaient pas très, très grands pour la famille. Même si mon père travaillait à l'usine de papier journal à Dolbeau, c'était quand même pas des salaires à tout casser. Et puis, on était quand même 8 enfants autour de la table. Ça prenait de l'argent pour faire vivre tout ça. Et durant l'été, effectivement, je ne sais pas pourquoi je dis durant l'été, mais c'est difficile de cueillir des bleuets autrement que durant l'été. J'allais au bleuet avec ma mère. Et c'était une belle époque. C'est probablement... Ça m'a marqué sûrement parce que j'adore encore aller au bleuet. Cueillir des bleuets, là, c'est mon moyen de me détendre. C'est peut-être le seul endroit où je ne parle pas. C'est peut-être pour ça que j'aime ça. Je peux me reposer. Mais j'ai réfléchi beaucoup. Du milieu août au milieu septembre, c'était la principale source de revenus parce que, premièrement, ça ne coûtait rien, aller en forêt puis ramasser les bleuets. Puis ensuite, on pouvait les vendre à des marchands
Puis on parle de centaines de dollars. Tu sais, dans les années, là, début du 20e siècle, quelques centaines de dollars de revenus de plus. C'était pas à dédaigner, là. Puis ce qui est drôle, c'est quand on lit les rapports que les curés écrivaient à cette époque-là dans les villages ou encore les inspecteurs d'école, parce qu'il y avait des inspecteurs qui se promenaient d'une école à l'autre. Puis, durant la période des Bleuets, les inspecteurs puis les curés se plaignaient souvent. Les curés disaient, admettons, « J'ai personne dans mon église ce dimanche-là parce que toutes les familles sont parties au Bleuet. » Puis c'est la même chose pour les inspecteurs d'école. Ils faisaient leur rapport en début d'année, au mois de septembre, puis ils disaient, « Bien là, les classes dans l'école de rang, elle n'est pas commencée. La maîtresse est là, mais il n'y a pas d'élèves parce que tous les élèves sont partis ramasser des Bleuets. » Fait que c'était quelque chose qui était extrêmement important pour tous les villages autour du Lac-Saint-Jean, puis encore plus dans cette région ici là, de Lebourg-Mistassini. Le bleuet, évidemment, c'est une industrie qui est saisonnière plus qu'autre chose, mais ça va dans... Je vais encore devoir citer le professeur Gérard Bouchard, qui parle d'une mentalité saguenéenne, saguenéo-janoise, disons plutôt, qui est la pluriactivité, qui est de faire à un moment de l'année certaines activités qui sont rentables à ce moment-là ou qui peuvent permettre d'amener de l'argent à la maison. Parce que la vie en région où tout était à faire nécessitait de coller des petits morceaux de revenus ensemble pour finalement se constituer quelque chose de plus décent, puisque tout était à faire encore dans la région. Et non seulement pour le revenu des gens, mais également si rien n'existe, tu n'as pas de service, il n'y a pas de communauté vivante. Donc, les gens se mettaient de l'avant pour créer ces services-là, ce qui amenait à avoir un grand éventail d'activités. Là, il y a le bleuet qui arrivait pour la fin de l'été et vers l'automne. Donc, c'était un moment où les agriculteurs commençaient à pouvoir faire ça. Donc, ils répartissaient les tâches à différents moments de l'année. Et puis, quand le bleuet arrivait, bien, ils tombaient là-dessus. Donc, ça a été très important pour les gens d'avoir ce supplément de revenus-là. Et on profite d'un petit fruit qui est exceptionnel. Donc, probablement que ça a aidé à se spécialiser encore là-dedans, puisqu'on a constaté que le petit fruit de chez nous était très bon. Je me rappelle mon père qui me racontait que sa famille, bien, c'était le gagne-pain estival. Ils partaient, eux autres, à ce moment-là, avec des tentes de prospecteurs, des grandes tentes blanches. Ils partaient des journées, des semaines. Puis à ce moment-là, il ramassait des bleuets, puis mon père qui était en forme, bien, des fois, il allait trouver des talles de bleuets. Il appelait ça des talles de bleuets, ça appelle ça encore de même aujourd'hui. Il partait loin, puis là, il amenait ses sœurs, puis là, il ramassait des boîtes de bleuets que lui-même transportait. Dans ce temps-là, c'était des boîtes en bois qu'il achetait, qu'il fabriquait sur place. Et puis, quand il allait vendre ça, évidemment, puis il y avait les colleux qui avaient... Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, puis il y a des colleux. Les colleux, c'était des personnes qui vérifiaient si les bleuets étaient corrects. Parce qu'à partir du moment, on le sait, on a tous des expériences quand on brasse le bleuet, ça vient comme mouillé. Bien, si la boîte n'était pas assez pleine puis qu'elle avait été trop brassée, bien lui, il y avait une hache, il enlevait une planche de la boîte de bois. Puis là, il vérifiait si c'était mouillé, puis si c'était correct. Puis après ça, il refermait avec son marteau. Puis si la boîte était collée, bien, il la mettait de côté, puis la personne la perdait, le vendeur la perdait. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que faisait l'acheteur après du reste, là, mais on peut penser qu'il pouvait peut-être... On a tous entendu des histoires là-dessus, là? Oui. C'est ça. Puis moi aussi, quand j'étais jeune, bien, j'ai passé par là aussi, là. C'était la tradition d'aller ramasser nos achats scolaires là, en septembre, là, en allant au bleuet. Le forestier, les bleuetières, moi, je ne connaissais pas ça à l'époque. Il n'y en avait pas à l'époque de bleuets. Les bleuetières, ça a dû arriver, j'imagine, des années 70. Je ne me souviens pas exactement. Je n'ai pas de connaissances là-dessus, là, mais... Ah oui, c'est du produit domestique. C'était pas domestique, mais c'est sauvage, le bleuet sauvage. Ouais. À partir des années 1960, on va commencer à ouvrir vraiment des espaces qui sont des bleuetières organisées. Donc, c'est des secteurs qui sont spécifiquement rattachés à la culture des bleuets. Puis d'ailleurs, le premier secteur où on va implanter une bleuetière au Lac-Saint-Jean, c'est à Saint-Eugène d'Argentenay. Puis à partir de là, on va s'apercevoir que ça va très bien.
On va former des coopératives au niveau du bleuet, puis c'est là que les bleuetières vont s'ouvrir un petit peu partout dans la région. Puis à partir de là, c'est ça le principal problème, c'était d'exporter le bleuet. Parce que les bleuets, on le sait, c'est un fruit qui est très, très fragile. Au départ, on envoyait le bleuet dans la région de Montréal et à Québec par camion, mais on s'est aperçu rapidement que le bleuet, il ne tenait pas le coup. Ce qui fait qu'on a commencé à ouvrir dans la région vers 1920, 1930, ce qu'on appelait des bouilloires, des bouilleries. On accanait le bleuet, autrement dit. Donc, au lieu de l'envoyer frais vers les secteurs de Québec puis de Montréal, on l'encannait. C'était des cannes de bleuet. Puis là, c'était facile de les exporter. Ensuite, nouvelle méthode de conservation qu'on a développée, qui était beaucoup plus efficace, c'était la congélation. Puis c'est depuis ce temps-là, dans les années 40, qu'on a justement une usine de congélation majeure à Mistassini qui permet de congeler puis d'exporter hors de la région des millions de livres de bleuets à chaque année. Chez nous, on a vu... parce que mon père, son entreprise qui est située, où le métro est situé, il y avait le quincaillerie J.O. Beaulac, mais mon père a eu une période de sa vie qui avait un concessionnaire Mercury, parce qu'il y avait chez Ford, il y avait 2 concessions, il y avait Mercury et Ford. Et puis, son garage était celui-là. À côté, il y avait une usine de triage de bleuets. Je ne me rappelle pas le nom, mais vous pourriez facilement replacer ça. Il triait le bleuet là. Le wagon passait en arrière. Il y avait de la congélation qui se faisait là. C'était les premiers que j'ai vécu au niveau qui traitaient le bleuet puis qui crétaient le bleuet dans les crêtes de bois pour être expédié. Aujourd'hui, c'est différent du fait qu'il y a beaucoup de grandes terres qui sont cultivées par des grands propriétaires qui engagent des gens. Puis aussi, c'est que le travail en forêt, c'est pas nécessairement évident. Aujourd'hui, le monde accepte plus difficilement ce genre de travail-là, alors qu'avant, c'était comme normal là, de travailler dans les moufles, etc. Ça fait que le bleuet a été et est encore aujourd'hui quand même un apport économique important. Là, il y a beaucoup de monde qui ramasse, pas juste des bleuets, ils ramassent de l'argent. Pour l'économie du secteur, c'est très important. Le problème qu'on a, c'est toute la question de la diversification. C'est pas évident, ça, la transformation. Il y a beaucoup de petites entreprises qui sont là-dedans, mais ce n'est pas nécessairement là, à grande échelle. Puis, entre autres, j'avais jasé avec M. Senneville, qui est un des gros producteurs, qui me disait que lui, pour vendre, il faut qu'il limite sa transformation, parce que s'il devient un concurrent des grandes entreprises qui lui achètent le bleuet, ils vont dire, bien, regarde, nous autres, là, on ne jouera pas sur 2 tableaux. C'est soit que tu produis des confitures, puis que tu t'arranges, tu gardes tes bleuets pour toi, ou soit que tu nous vends, puis tu ne fais pas de confiture. Prends pas les 2 côtés à la fois, là, parce que nous autres, on va t'abandonner. Ça fait partie d'une réalité que peu de monde savent. Tout le monde est pour ça, la transformation, mais c'est pas tout le monde qui voit tous les impacts qu'il y a là-dedans. Puis en plus aussi, c'est plus facile d'en parler que de le réaliser. Aujourd'hui, le secteur du bleuet est en crise. Les prix sont très bas. Il y a des producteurs de bleuets partout à travers le monde. Mais ça reste une ressource extraordinaire pour le milieu. Et comme pour la forêt, nous saurons sûrement nous relever et trouver une bonne manière de continuer à exploiter ce petit fruit qui est comme de l'or pour nous. On est en mai 1870. Une canicule frappe la région de plein fouet. Les colons vont allumer un feu et le vent va rapidement le transformer en un brasier qui va brûler de Saint-Félicien jusque dans la baie des AA. La légende veut que c'est à cause de ce grand feu que nous retrouvons des bleuets partout autour de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Est-ce un mythe ou est-ce la réalité? C'est un peu un mythe parce que quand on lit les récits des pères jésuites qui sont venus dans la région, à l'époque au 17e, 18e siècle, pour travailler avec les Amérindiens, entre autres les évangélisés, ils racontent déjà que les Amérindiens cueillaient déjà le bleuet, parce que les feux de forêt, ça ne date pas du grand feu de 1870. Les feux de forêt, il y en a toujours eu.
Donc, c'est depuis que la forêt existe que ça brûle. Donc, bien avant le feu de 1870, on cultivait des bleuets un peu partout, sauf que oui, le feu de 1870, ça a été un feu majeur parce qu'il est parti de Saint-Félicien puis s'est rendu jusqu'au Saguenay. Sauf que le grand feu n'a pas touché la région ici. Le secteur de Dolbeau, le nord du lac Saint-Jean, ça n'a même pas été touché par le grand feu. Fait que, non, c'est un mythe, effectivement, de dire que le grand feu a facilité la culture du bleuet parce que, dans le fond, d'une part, comme je dis, le grand feu n'a même pas passé par ici. Puis, deuxièmement, aussitôt qu'il y a eu des feux, il y a eu des bleuets. Donc, 14e siècle, même avant Jésus-Christ, le bleuet n'est pas paru avec la colonisation. Dans le secteur agroalimentaire, le bleuet a une place de choix. Il est important de cuisiner de différentes manières. Mais avec le temps, l'offre s'est diversifiée. Beaucoup d'autres petits fruits sont arrivés sur le marché, entre autres la canneberge. Bien, il y aurait toujours les Ataka aussi, les fameuses canneberges qui sont dans le secteur, qui sont assez reconnues. D'ailleurs, je voyais une bière de microbrasserie dont le personnel a fréquenté les lieux ici à Dolbeau-Mistassini pour la culture de la canneberge et qui s'en souviennent avec de si beaux souvenirs qu'ils ont mis ça sur leurs étiquettes. L'étiquette du dos de leur bière fait mention de leur histoire de jeunesse dans les champs de canneberge. J'espère que vous avez apprécié cette émission sur l'industrie du bleuet et l'agriculture. La semaine prochaine, à Perspective 125, on va se pencher sur un autre sujet intéressant, le commerce. Bonne semaine!